Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir Rome. C'est parti pour la première journée où je prends le métro pour découvrir le Vatican. Nous commençons donc la visite par le musée du Vatican et je vous conseille vraiment d'acheter un billet coup-fil pour vous éviter les longues heures d'attente. Les musées du Vatican sont situés dans la Cité du Vatican, à Rome. Ils comptent parmi les musées les plus vastes et les plus visités au monde. La collection a été constituée au fil des siècles par les papes. Le musée abrite environ 70 000 œuvres, dont 20 000 sont exposées. La visite s'étend sur plusieurs kilomètres de galeries. On y trouve des sculptures antiques, des fresques de la Renaissance, des peintures religieuses et bien plus encore. Nous sommes dans la galerie des cartes géographiques, qui est un long couloir décoré de fresques représentant les régions de l'Italie, réalisées à la fin du XVIe siècle. C'est l'un des lieux les plus photographiés au monde. Parmi les salles les plus célèbres, voici les chambres de Raphaël. Ce sont d'anciens appartements pontificaux décorés par Raphaël au début du XVIe siècle. L'une des œuvres majeures est l'école d'Athènes qui représente les grands penseurs de l'Antiquité. La visite se termine par la célèbre chapelle Sixtine. Elle est surtout connue pour son plafond peint par Michel-Ange entre 1508 et 1512, ainsi que pour la fresque du Jugement dernier. Il est interdit d'y parler ou de filmer, sauf avec autorisation. Je pars du musée du Vatican, c'était vraiment impressionnant, il y a tellement de choses à voir. Maintenant, je m'en vais direction la suite de ma journée. Me voici en route pour visiter la basilique Saint-Pierre. Je vous conseille de prendre un guide afin d'éviter, encore une fois, les longues heures d'attente. Aujourd'hui, la place est en pleine préparation pour un événement important, la première messe solennelle du nouveau pape, prévue demain matin. Cette messe inaugure officiellement le pontificat. C'est un moment historique, au cours duquel le pape célèbre sa liturgie, prononce son homélie et donne la bénédiction à la foule rassemblée. On y attend des dizaines de milliers de personnes. Je viens d'entrer dans la basilique Saint-Pierre, la plus grande église catholique au monde. La basilique a été construite entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, sur le site présumé du tombeau de l'apôtre Pierre, considéré comme le premier pape. Voici le baldacchino, ou le baldaquin. Il sert à marquer l'emplacement de l'autel principal de la basilique, où sont célébrées les messes importantes. Il se trouve directement au-dessus de la tombe supposée de Saint-Pierre, le premier pape. C'est un symbole liturgique qui relie l'art à la spiritualité dans ce lieu sacré. Au-dessus, il y a la magnifique coupole. À l'intérieur, elle est décorée de mosaïques dorées représentant des anges, des papes et des figures bibliques. Tout autour, une inscription en latin entoure la base. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Une référence directe à l'apôtre Pierre, dont la tombe se trouve juste en dessous.
Je vais donc sur les toits de la basilique Saint-Pierre pour ensuite monter dans la coupole. Je me retrouve au niveau des statues que l'on voit normalement depuis la place. Ce sont les immenses sculptures des apôtres qui dominent la façade. Elles mesurent environ 5 mètres de haut et sont sculptées dans la pierre. Après avoir pris l'ascenseur pour me rendre sur le toit, il me reste encore 320 marches à monter pour atteindre le sommet de la coupole. L'escalier devient de plus en plus étroit et parfois un peu penché car on grimpe entre les deux couches de la coupole, mais la vue là-haut vaut vraiment l'effort. Me voilà arrivé tout en haut, à 120 mètres de hauteur, la vue est spectaculaire. Tout autour, on découvre Rome à perte de vue. Les toits ocre, les coupoles, le Tibre, on aperçoit même le château Saint-Ange, les jardins du Vatican et parfois au loin les montagnes. En redescendant, on passe par un point de vue unique. Je me trouve à l'intérieur de la coupole, tout en haut, juste au bord. Autour de moi, la coupole intérieure est décorée de mosaïques dorées, d'anges et de saints, dans un style très riche. Chaque détail est soigné, même à cette hauteur. Je finis ma visite par la porte sainte, également appelée porte de la miséricorde. C'est une porte symbolique de la basilique Saint-Pierre qui ne s'ouvre que lors des années jubilaires ou des années saintes, qui ont lieu tous les 25 ans ou à des occasions particulières comme celle-ci. Elle représente un passage spirituel, un chemin symbolique vers le pardon, la réconciliation et la miséricorde divine. Ceux qui franchissent cette porte sont invités à renouveler leur foi et à recevoir la grâce du pardon des péchés. Et me voici de nouveau sur la place Saint-Pierre, qui est un vaste espace ovale, entouré de 2 grandes colonnades composées de 4 rangées de colonnes doriques, formant une sorte d'embrasse symbolique. Ces colonnades représentent les bras ouverts de l'Église qui accueille les fidèles du monde entier. Au centre de la place se dresse un obélisque égyptien, vieux de plus de 3000 ans, déplacé ici au XVIe siècle. La place est conçue pour mettre en valeur la façade de la basilique Saint-Pierre qui la domine majestueusement. Je me dirige ensuite vers le pont Vittorio qui relie la rive du Vatican à celle du centre historique. Il traverse le Tibre avec une très belle vue sur le fleuve et le château Saint-Ange. J'arrive sur la Piazza Navona, l'une des plus célèbres places de Rome. En entrant par le sud, je tombe d'abord sur la fontaine du Mort. Elle montre un homme luttant avec un dauphin entouré de tritons. Ensuite, vous pouvez voir l'église Sainte-Agnès in Agone, avec sa façade baroque et sa grande coupole. Devant, vous avez la fontaine de Neptune. Elle représente le dieu des mers combattant une créature marine entourée de nymphes et d'animaux aquatiques. Je me dirige maintenant vers le Panthéon, un des monuments les plus impressionnants et les mieux conservés de la Rome antique. Construit il y a près de 2000 ans, il était à l'origine un temple dédié à tous les dieux de la Rome antique, d'où son nom Panthéon qui signifie temple de tous les dieux. Ce qui frappe immédiatement, c'est sa grande coupole avec un oculus central ouvert sur le ciel, qui illumine l'intérieur de manière spectaculaire. Aujourd'hui, il sert d'église et reste un lieu incontournable pour tous ceux qui visitent Rome.
La journée s'achève et je rejoins mon hôtel. En chemin, je croise le Colisée, illuminé dans la nuit romaine. Sa silhouette se détache clairement de l'obscurité, impressionnante et majestueuse. Ce sera ma destination de demain pour une visite plus détaillée. Nous sommes au lendemain matin et direction le Colisée. Et voici le Colisée, le plus grand amphithéâtre de l'Antiquité et l'un des monuments les plus emblématiques de Rome. Construit il y a presque 2000 ans, il pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs venus assister aux jeux, aux combats de gladiateurs et à d'autres spectacles publics. Et me voilà à l'intérieur du Colisée. En passant par la porte de l'arène, je me sens presque comme un gladiateur prêt à entrer dans l'arène. C'est impressionnant de marcher sur les mêmes pas que ceux qui se sont affrontés ici, devant des milliers de spectateurs. L'atmosphère est chargée d'histoire, de défis et de courage. Les ruines que nous voyons sont les vestiges de l'hypogée, un réseau complexe de tunnels et de cages souterraines. C'est ici que les gladiateurs, les animaux sauvages et les décors étaient préparés avant d'être amenés dans l'arène pour les spectacles. Au fil des siècles, le monument a subi plusieurs tremblements de terre, notamment en 847 et en 1231, qui ont provoqué des effondrements partiels. Pillé pour ses matériaux, il a servi de carrière pour la construction d'autres bâtiments de Rome. L'arène du Colisée était le théâtre de nombreux types de spectacles sanglants, principalement les combats de gladiateurs. Ces gladiateurs, souvent des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels, s'affrontaient à main nue ou avec différentes armes dans des duels parfois mortels. Parmi les spectacles qui avaient lieu, certains étaient particulièrement cruels et terrifiants. On y condamnait parfois des prisonniers ou des criminels à une mort certaine en les livrant aux bêtes sauvages. Ces hommes étaient souvent attachés nus, les mains liées dans le dos sans aucune arme ni défense. Puis on lâchait dans l'arène des animaux féroces, lions, tigres, léopards, ours et même éléphants. Les bêtes étaient dressées pour attaquer ces malheureux, offrant un spectacle de lutte inégale où la peur et la souffrance étaient au centre de l'attention publique. Ces mises en scène faisaient partie des punitions les plus terribles de l'époque, utilisées à la fois comme châtiment et divertissement. En quittant le Colisée, je traverse un véritable musée à ciel ouvert. Autour de moi, les ruines du Forum romain et du Palatin racontent l'histoire de la Rome antique. Ces vestiges sont les restes des temples, places publiques et palais qui formaient le centre de la vie politique et religieuse de l'Empire. Et me voici devant la célèbre fontaine de Trévi, un des symboles les plus connus de Rome. Construite au XVIIIe siècle, elle représente Neptune, le dieu des mers, entouré de tritons et de chevaux marins. Cette œuvre baroque impressionnante est alimentée par l'aqueduc antique Aqua Virgo qui apporte encore aujourd'hui l'eau à la fontaine. Selon la tradition, jeter une pièce dans ces eaux garantit un retour à Rome, un lieu incontournable chargé d'histoire et de légendes. Je profite d'une énième glace de la journée et sur mon chemin, je pousse la porte d'une église où résonne la musique d'un orgue. Me voici sur la place d'Espagne, l'une des places les plus belles de Rome. Au centre, la fontaine de la Barcaccia attire le regard avec sa forme unique de barque à moitié submergée, œuvre baroque de Pietro Bernini. Juste derrière, les célèbres escaliers de la Trinité des Monts s'élèvent vers l'église, offrant une vue superbe sur la ville.
En me promenant dans les rues de Rome, je tombe sur une petite ruelle remplie de jasmin. C'est un spectacle très courant ici car le jasmin est partout dans la ville. Ses fleurs blanches et son parfum délicat font partie du charme quotidien de Rome. Me voici devant la Porta del Popolo, autrefois l'entrée principale de Rome pour les voyageurs venant du nord. En face, nous pouvons voir l'obélisque Flaminio, un monument égyptien vieux de plus de 2000 ans. Autour, des églises jumelles et de très beaux bâtiments. C'est une place qui est très animée. Avant de prendre l'avion, j'ai encore un peu de temps devant moi, alors je fais un dernier détour. Je passe devant la basilique Sainte-Marie Majeure. Je ne visite pas l'intérieur, mais je prends le temps d'admirer sa façade impressionnante. Je m'arrête pour manger une dernière pizza parce qu'en Italie c'est un peu incontournable. Et pour finir tranquillement, je vais me reposer dans le parc juste à côté, le Parco di Colli Oppio, juste avant de prendre mon vol. Me voilà à la gare de Termini, la principale gare de Rome. C'est d'ici que je prends le Leonardo Express, un train direct qui relie le centre-ville à l'aéroport. Le trajet dure environ 30 minutes, sans arrêt, c'est super pratique. Et me voici arrivée à l'aéroport de Rome. Bien sûr, il faut que je mange ma dernière glace. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination.